les 2 premiers gros clients que j'ai eus, je les ai eus parce que je leur ai dit non. Vraiment, j'ai tellement paniqué, je me suis dit c'est trop. Tu sais, on a 2000 asines, il faut lancer sur 5 pays en même temps, de machin. T'es là, ok. Là, alors les agences, c'est par là-bas. Pareil, j'ai eu un client dans la spiruline. La spiruline, c'était une folie comment c'était bouché. Et t'arrives à prendre des places en fait juste en appliquant la même chose que t'appliques avec d'autres où tu te dis ça peut faire ouf. Ça marche pas parce que la publicité sur Amazon, c'est pas accessoire, ça permet aussi pour le référencement naturel, ça permet de te lancer, ça permet d'exister tout court. Donc t'as besoin de garder de l'argent pour ça. Et donc t'es un peu bloqué, tu vois, tu dis ouais, le packaging ça va pas du tout. Quand tu me vends le meilleur des produits, le packaging est horrible et tout ce qu'on voit sur Amazon, c'est une photo, le packaging. Comme on a beaucoup moins d'espace que par exemple sur un site pour justement s'exprimer sur Amazon et montrer notre image de marque, c'est là où en fait il faut être hyper bon. Sur 3 ans de collab, là pendant une semaine, il y en a une des deux qui est pas là, mais on a tout géré, tout va bien. Et en fait, elle faisait du contenu, donc le contenu, elle l'avait fait à l'avance. Donc il y avait 0 sujet. Une semaine sur 3 ans, et on nous a dit, eh ben c'est pas grave, on va vous payer au prorata. Pardon. C'était un gros client, c'est-à-dire que toutes les deux, ça nous faisait un beau salaire. Rien que ce client. Ça nous permettait, c'était une sécurité énorme. On a arrêté. Voilà. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Business Vrai, le podcast où on interviewe des entrepreneurs qui nous partagent la réalité de leur business. Aujourd'hui, on accueille Mallory, qui est experte Amazon depuis 2019 et qui va nous partager tout son parcours. Déjà, Mallory, comment tu vas? Bah écoute, ça va super bien. Il Ouais. fait beau. Je suis quand même au frais, donc je me Tu, sens hyper tu bien. es dans le sud ou pas? Parce que je me rappelle que tu bossais avec Elsa avant. Ouais. Vous étiez toutes les deux dans le sud? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, Elsa est sur Paris, même si là, Ouais. elle est dans le sud. Et moi, effectivement, je suis dans le sud, un petit peu à la campagne. Donc, j'ai le parfait mix entre le soleil et pas le côté touristique et la clim. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Et tu travailles de chez toi depuis 2019, c'est ça, sur Amazon? Ouais, c'est ça. En fait, je me suis lancée à mon compte directement après mon stage de fin d'études. Ouais. Et du coup, forcément, ça a commencé de chez moi. Parce qu'il y a des avantages et des inconvénients, mais Ça veut dire que t'as pas du tout, entre guillemets, travaillé dans une boîte, etc. Directement après tes études, tu t'es lancé sur Amazon? C'est passé comment? ouais, en fait, j'ai fait l'EDEC, j'ai fait une école de commerce. Ouais. Mon stage de fin d'études, il se trouve que, ben, avec Elsa, on n'était pas forcément vraiment amis à l'époque, mais on était sur un projet. La boîte dans laquelle elle était cherchait quelqu'un d'autre. Et du coup, c'était l'occasion. C'était une start-up, vraiment une petite start-up spécialisée sur Amazon. J'étais là, oula, qu'est-ce que c'est? Et on a fait 6 mois donc chez Silk à l'époque. Je sais plus s'ils s'appellent comme ça parce qu'ils ont été bien rachetés entre-temps. Donc c'était vraiment les petits locaux dans le 17e. C'était trop mignon. Il y avait pas la clim, tout ça, tout ça. Et même en 6 mois, on les a vus boomer de manière incroyable. Ils ont été rachetés par Webedia, je crois, je sais plus. C'est quoi? Ils ont C'est été une agence spécialisée Amazon, c'est ça? Silk ou l'agence qui les a rachetés? Silk. Silk était spécialisé sur Amazon, mais ils ont été rachetés justement par un gros groupe. Et je Ok. crois que c'était Webedia. Et je me demande si entre-temps ils n'ont pas été re-rachetés. Donc voilà, on est passé de petits locaux à des locaux sur le boulevard Haussmann. Enfin, j'ai vu un petit peu de l'intérieur ce que c'était une start-up qui monte en puissance. Puis ce qui était cool aussi, c'est qu'il n'y avait pas que la partie du coup, enfin agence pure pour accompagner les entreprises. Il y avait aussi la partie dev, et donc la moitié des salariés étaient des développeurs, et je voyais un petit peu comment ça se passait quand ils développaient leur propre outil en interne. Donc il y avait vraiment tous les aspects. C'était hyper cool. Et je savais pas que je finirais forcément spécialisée sur la publicité. Nous, on est arrivé comme ça. Et il se trouve que la personne qui était en charge de la pub, j'ai dû lui taper dans l'œil, j'en sais rien. En tout cas, elle m'a choisi. Et du coup, j'ai été formée assez spécifiquement sur la pub. Et du coup, mon amie Elsa, elle a été formée plus sur le brand content et tout le reste. Euh, Ce qui fait que j'avais cette compétence-là. Et en partant de là, j'ai toujours voulu faire un master, parce que c'était un bachelor. Donc c'était sûr pour moi que j'allais faire un master, mais je voulais le payer et je voulais le choisir. Parce qu'en fait, tous ceux qui me faisaient le master que je voulais faire, qui était la continuité en e-commerce, me disaient tu vas t'emmerder, c'est exactement la dernière année des decks, mais en moins bien. Voilà, donc j'ai fait ok, donc ça coûte hyper cher et c'est le faire pour le faire, franchement, bof, tu vois. Et je me suis dit, je vais prendre une step de recul, je vais gagner un peu d'argent et je vais choisir un master, même s'il est complètement différent, un truc qui me fait kiffer d'apprendre, tu vois, parce que le faire pour le faire, bof. Et donc au final, je prends un an et je me lance pas tout de suite sur Amazon du tout. En partant de l'agence, j'entends une pote qui travaille avec moi qui dénigrait un peu, qui disait ouais, j'ai été contactée par un mec qui veut que je l'aide sur ses pubs et tout, ça me gave, j'ai pas envie. Je lui fais ah tiens, fais voir, donne pour voir. Et du coup voilà, j'avais juste ce petit truc à côté.
le premier petit client, effectivement, il avait une agence à lui, mais enfin, il était tout seul. Donc, on a vraiment travaillé ensemble à 360. Et lui, il cherchait aussi quelqu'un à plein temps. Et il m'a dit, je pense pas que ça t'intéresse. J'ai dit, effectivement, bon, c'était dur, hein, puisque là, il me proposait de venir le rejoindre en Thaïlande pendant 3 semaines. Il me payait le billet. Il me disait, ouais, ouais, c'était quand On même. dirait quand même avant de, avant de dire non, non. Eh ben, je comprends pas aujourd'hui pourquoi, mais non. Mais pourtant, aujourd'hui, je me dis, t'es taré, parce que je gagnais vraiment pas beaucoup d'argent. Hmm. Et mais en fait, à l'époque, à côté, j'avais gardé le mec sur Amazon, mais c'était vraiment en mode tiens, un petit peu d'argent. Mais je voulais monter des sites e-commerce. Je n'étais pas du tout partie sur Amazon. Mon oncle aussi, il a toujours eu une boîte. On est un peu, il y a une partie de ma famille qui est dans l'entrepreneuriat, mais une boîte qu'on a depuis longtemps. Tu vois, ce qu'ils ont juste fait grossir dans le développement photo. Donc voilà, lui il m'avait un peu pris sur son aile, viens, on va tester des trucs, on va faire un peu de dropshipping, mais tu sais, du vrai dropshipping où juste c'est la logistique qui est externalisée, mais avec de la qualité. Donc j'ai monté plusieurs sites et tout, et je voulais vraiment y arriver comme ça. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, il me reste pas non plus tellement de temps sur cette année, fais ce que tu sais faire, tente à bloc Amazon, tu vois. Et ça a pris très vite en fait, parce que du coup j'ai vraiment juste inondé. Je me suis fait des profils sur toutes les plateformes freelance. J'ai mis à jour mon LinkedIn. Je me suis mis à jour sur les alumni de mon école. Tu vois, d'un coup je me suis juste dit ok focus. Et comme si je crée un site, j'ai créé plein de mini sites sur ce que je faisais. Et j'ai créé mon site aussi. J'en attendais pas beaucoup, mais c'est toujours bien pour moi d'avoir le côté site vitrine. Et en fait, j'ai proposé à pareil, Elsa, elle comptait complètement faire un master, trouver une grosse boîte, elle était en entretien chez Google et tout. Et j'ai dit: «Écoute, il y a le mec avec qui je bosse qui cherche quelqu'un en CDI, est-ce que ça te dirait?» tout ça. Et elle s'est dit: «Écoute, là, j'ai rien de mieux à faire, la Thaïlande, ça me chauffe». Donc du coup, Elsa s'est aussi lancée sur Amazon comme ça. Donc en fait, à la fin, lui, il est parti, on a récupéré ses clients, et on a commencé à grossir comme ça, à se dire: «Viens, on se met vraiment toutes les 2, pas chacune de son côté. Comme ça, on offre une offre 360». Donc c'est là où ça a pris un peu plus. On s'est jamais vendu comme une agence d'ailleurs sur le site, c'est bien décrit. On s'est fait un petit tableau comparatif parce qu'on veut les avantages du freelancing avec la proximité, tout en ayant quand même les capacités d'accompagner comme une agence. Et on s'est mis toutes les 2 comme ça. Et là, on a commencé à avoir, enfin, il y a des clients qui te lancent et quand tu as le premier gros client, Et vu comment c'est il ouf, il y est. en avait un après. Alors déjà, moi, ce qui m'a complètement lancée, c'est clairement Malte. Enfin, sur toutes les plateformes que je m'étais mis, celle-là, en plus, je crois qu'à l'époque, je la connaissais pas. Hmm. Tu vois, on te parle de codeur.com, on te parle de 5euros.com, mais au final, ça a pas du tout eu quoi que ce soit là-dessus. Par contre, Malte, que je connaissais pas, j'avais juste tapé plateforme freelance, je m'étais mis dessus et ça avait vraiment boomé. Et en fait, il y avait énormément de demandes entrantes. En fait, il suffisait de commencer à être bon pour convaincre. Et, et ça, très très dur, hein. Du coup, quand t'as jamais travaillé réellement dans une boîte, quand tu connais pas non plus tellement ce monde-là, les prix des agences, tout ça, que tu connais pas non plus le monde du freelancing, enfin, pricer le premier truc, t'es comme ça, t'es pas bien. Euh, et donc voilà. Et un jour, effectivement, premier gros client, tu regardes, tu te dis, oula, je veux tant de pays, tant d'Asie, machin, bidule, t'es là en mode, wow, non, Et ce qui est drôle, c'est que les 2 premiers gros clients que j'ai eus, je les ai eus parce que je leur ai dit non. Vraiment, j'ai tellement paniqué, je me suis dit: «C'est trop, Ah, tu leur as dit, allez voir une agence». Ah ouais, non, mais tu sais, on a 2000 asines, il faut lancer sur 5 pays en même temps, de machin. Tu là: «OK, là, alors les agences, c'est par là-bas». Heu, et en fait, ils ont kiffé, tu vois? Que je leur dise: «Non, mais en fait, logiquement, moi, je fais comme ça, au fur et à mesure et en fait, ça sert à rien, 80-20». Enfin, en fait, c'est là que j'ai hmm. développé quelque chose d'assez, qui était hyper honnête et juste en mode: «Je panique et je veux pas». Et les 2 en fait, comme ça, m'ont dit: «Non, mais en fait, j'ai envie de bosser avec toi et puis t'es honnête, donc comment on peut faire pour que, ce soit avec toi?» Et là, j'étais là en mode: «Waouh!» Et ça donne confiance et ça permet derrière de. Et du coup, je marche beaucoup comme ça, tu vois? À l'honnêteté et à la transparence et en fait, c'est fou comme, c'est beaucoup plus ouf les relations même business quand tu te rends compte que tu mets de l'humain derrière. C'était donc la première question, effectivement, on va voir pour un petit Ouais, c'est moment. cool, c'est cool. Vas-y, je te laisse continuer, continue. Non, Du mais coup, donc, bah, voilà. premier gros client, au final, que vous signez, vous bossez à 2 là-dessus. Déjà, ce qui m'intéresse, le positionnement. Comment tu définis ton positionnement entre l'agence, le freelance? C'est quoi la différence? Comment vous positionnez différemment d'une agence? Euh, comment ça se passe là-dessus? Alors déjà entre le moment là que je te raconte et maintenant, il y a quand même 4 ans. Donc, Hmm. 4 ans sur Amazon et dans ce monde-là, c'est beaucoup. Enfin, d'une année à Ouais, l'autre, c'est lunaire ce qui s'est passé. ouais. Euh,
Mais comment on se positionne différemment? Alors, déjà, ça dépend forcément de ce qu'on attend, je pense aussi, parce que les attentes sont différentes. Par contre, là où j'avais pas forcément besoin de vendre le truc freelance vs agence, c'est que quand les gens vont sur Malte, et comme pratiquement tout le monde venait de là, aujourd'hui, j'ai plus de bouche à oreille parce que je suis plus sur Malte et j'arrive à avoir des clients entrants qui me disent de machin, de bidule, j'ai vu que là, je me dis waouh, ok, parce que je suis plus en recherche de prospection. Donc ça marche aussi le bouche à oreille, mais à l'époque non. Donc les gens viennent pour chercher des freelances et j'ai eu pas mal de gens qui venaient d'agences. Donc à l'époque, les agences ont sûrement évolué, mais à l'époque, j'avais pas mal de gens qui venaient d'agences, qu'on n'était pas satisfait. Il y a le prix, très clairement. En fait, au début, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème parce qu'on avait un taux de conversion qui était énorme. Tu vois, genre on envoyait une propale, c'était genre ouais, go. J'étais en mode c'est cool, c'est cool, mais c'est rapide quand même. Donc c'est même mis à un moment des objectifs de ok, on veut pas un client s'il n'y a pas une renégo. Donc en fait, on doit faire un prix qui nous fait assez peur pour qu'il y ait une renégociation. Et des fois non, ça passait tout seul. On était là, ok, alors faut vraiment augmenter. Donc vraiment, enfin, on a eu des manières de faire des devis, c'est trop drôle. Au début, tu sais vraiment pas. Enfin, on avait des jeux, on se disait, oh, tu vas dire à quoi tu penses, je te dis à quoi je pense, on le dit en même temps, un, deux, trois, dis ton prix et tout. Enfin, c'était lunaire, tu vois. Au bout d'un moment, on développe des manières d'avoir un prix qui était juste. Mais je pense que du coup, on disait des prix qui nous faisaient pas peur, tu vois, et c'était plus facile à vendre. Ça permettait d'avoir un taux de conversion qui était énorme. Tu te rappelles des prix à peu près? Bah, en fait, de toute façon, même aujourd'hui, parfois ces prix, je les pratique parce que ça dépend du compte. Tu vois, en fait, c'est un prix, pour moi, un prix comme ça, il veut rien dire. Tu vois, 200 € si c'est pour gérer un produit sur un pays en ads, eh ben ça va. Alors que 200 € si c'est pour en gérer 10 dans 5 pays, ça veut rien dire. Tu vois. Donc même si je t'en donnais, ça serait pas représentatif. Hmm. En tout cas, au début, vous étiez tellement bas que ça signait vite. Premier gros client, tu disais 2000 usines à lancer. Alors Euh, là, je te l'ai dit au pif, mais c'est juste, à l'époque, ça m'a fait vraiment peur. Déjà, aujourd'hui, la même chose me ferait moins peur. hmm. Et puis je suis que sur l'AD, donc aujourd'hui c'est quelque chose que je peux gérer, surtout avec ton outil. Mais à l'époque, euh, à l'époque quand c'était à 360, qu'il fallait optimiser tout le catalogue, que finalement on était au début, donc t'étais pas sur les outils, il y avait pas de chat GPT, il y avait rien. C'était tout à la main avec un fichier Excel, on a vite pris Elium 10 aussi à l'époque. Mais voilà, quoi, ça faisait très vite peur, surtout qu'on voulait faire du quali et tout gérer toute seule, être sûr qu'on gérait tout. T'as peur, t'as vraiment envie que ce soit tout parfait. Donc ça fait vite peur. Je sais pas, mais j'y étais peut-être les 2000, hein. Je l'ai encore, ce client. Enfin, un des deux gros clients dont je te parle, je l'ai encore. Euh, voilà. Ils sont tous venus du coup de plateformes comme Malte directement vers vous. Ça a commencé à grossir. Comment ça s'est passé après la suite, l'expansion un peu de tout ça? Bah, déjà, on n'a jamais, enfin, je crois que le max de clients alors que j'ai eu parce que au début, en fait, on a quand même eu chacune nos clients. Donc avant mon premier gros client, j'avais quand même eu des plus petits, c'est-à-dire intéressants et en fait aujourd'hui presque les clients que je kiffe le plus. Mais mais quand t'as le gros client qui commence à te faire un SMIC à lui tout seul, tu te dis c'est trop bien en fait quand t'es freelance, c'est pff, je suis sauvée et en même temps bon tu le perds, t'es mal direct. Enfin il y a vraiment avantage inconvénient flippant. Donc j'en avais quand même déjà pas mal des petits et Elsa, on voulait qu'elle en développe aussi à côté pour en gros arriver, tu sais, à une égalité de chiffre d'affaires qui fait qu'en fait on est toutes les deux pas en galère. Donc on avait tous ces trucs-là. Euh, et c'était quoi ta question? Comment ça s'est développé? C'est juste la suite, quoi. Comment ça a Non, en évolué? fait, enfin, pareil, tout seul, c'est juste qu'au fur et à mesure. Alors déjà, il y a eu le Covid, hein. Hmm. Donc je pense que c'était the place to be, vraiment. Ouais. Et nos comptes Malte remontaient. Enfin, aujourd'hui, ils ont sûrement dit. Enfin, moi, il a disparu. Elsa, je sais pas, mais ça s'est énormément développé. Mais à l'époque, en fait, il y avait pas énormément de concurrence sur Malte. Si tu mettais expert Amazon, tu tapais expert Amazon, Amazon, freelance Amazon, on ressortait en haut très vite. On savait ce que c'était du référencement. Donc, on s'est aussi fait en sorte de demander à chaque fois à nos clients des avis, de faire ça. Donc ça nous a permis en fait d'être hyper bien référencés et ça s'est lancé comme ça, c'est que on avait des avis, des nouveaux clients, euh, sur la plateforme on était bien référencés et il y a eu de plus en plus de personnes qui, même si Amazon n'était pas rentable pour eux, c'était vital d'y aller. Moi c'était des plus petits clients, mais j'ai des clients qui pendant le Covid m'ont dit que heureusement qu'ils avaient Amazon parce qu'ils vendaient sur des salons, ils vendaient dans des événements présentiels et il y a plein de clients qui sont passés à 100% sur Amazon et que ça a sauvé.
même si, ben, moins rentable, il faut dépenser, tout ça. Donc, vraiment, je te dis, j'étais au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes armes. Du coup, on a appliqué quand même ce qu'on savait faire, mais c'était vraiment, on a eu aussi de la chance sur le timing. Ok, ok. Ok, donc ça s'est développé de façon organique. Tu disais que tu avais deux types de clients. Tu as des gros clients, tu as des gens qui sont plus des entrepreneurs, entre guillemets des petites boîtes qui ont évolué petit à petit. Quel profil était le plus intéressant à faire évoluer et dans le concret, la gestion concrète de tout ça, ça ressemblait à quoi? Je me rends compte que te faire des réponses courtes, ça va être compliqué. Ouais, justement, au contraire. Heu, Vite. alors, ma réponse, je pense déjà a évolué entre aujourd'hui et à l'époque. Ouais. Parce qu'il y avait aussi des clients qui étaient des petits clients pour nous, mais qui étaient des grosses boîtes. Hmm. C'est-à-dire que c'était les clients qu'on préférait à l'époque, clairement, avec Elsa. En plus, bon, c'est paradoxal, enfin, pas tellement aujourd'hui quand on est du côté d'Amazon, mais on a le côté écologie, tu vois, a commencé à vraiment devenir important pour nous. Et on s'intéressait à que ce soit dans les cosmétiques, que ce soit dans d'autres choses, des produits qui sont un peu plus écolos, responsables, tout ça. Et il se trouve qu'en plus, on a eu plein de boîtes qui sont venues comme ça. Moi, j'adorais ça quand j'avais des clients, enfin des prospects qui venaient et que je connaissais en mode «Ah, j'ai leurs produits chez moi et tout ça. Enfin, j'adore là, aller dans une pharmacie ou aller même dans un magasin ou un magasin bio et dire «Ah, ça c'est mon client, ça c'est mon client». J'adore, tu vois. Donc c'était un gros kiff. Et forcément des produits que t'as chez toi, genre des cosmétiques typiquement. On a eu beaucoup. Je pense que ce qu'on a eu le plus, c'est des compléments alimentaires. Alors ça, clairement, sous tous les styles de grosses boîtes à petits entrepreneurs qui ont super bien marché, euh, et des cosmétiques. Et c'est quand même des marchés assez concurrentiels. Ouais, mais compléments alimentaires, c'est hyper concurrentiel sur Amazon. Ouais, bah même les cosmétiques, hein, Ouais. c'était et on était avec des boîtes qui étaient hyper intéressantes de par ce qu'elles faisaient, mais donc plus chères aussi et pas forcément designées pour Amazon, tu vois. Donc elles n'étaient pas Hmm. designées pour Amazon. Et en prospection, généralement, on leur disait ça va coûter cher, ça va être dur et machin. Les boîtes voulaient y aller aussi pour y être et parce qu'elles en avaient un besoin, soit parce que c'était leur direction qui voulait absolument y être, soit pour aller toucher l'Europe, soit parce que en fait ça allait leur faire perdre. Ils avaient peur de perdre des parts de marché tout court si en fait quelqu'un tapait le nom de leur produit et qu'ils achetaient un concurrent. Donc c'est ça aussi qui était ouf, c'est qu'on se retrouvait avec tout le monde qui voulait aller sur Amazon, rentable ou pas. Et donc à l'époque, tu signes quand même. T'es content, tu leur as dit ça va pas marcher, c'est la merde, mais bon, on y va, tu vois. Et ils sont là. Et pareil, quand tu leur dis ça, ils sont là trop contents, ils sont là en mode bah alors on veut y aller avec vous. Et c'est ouf parce que tout le monde leur disait ouais, on va faire tant. Et non, ça va être galère, tu vois. Et donc on lançait tout, tu vois. Enfin, c'était à la mano, hein. Elsa faisait les briefs graphiques, on échangeait avec les graphistes chez le client, on créait toutes les pages produits, on faisait les allers-retours, enfin de A à Z, vraiment, on les conseillait sur le modèle. Les clients qui étaient ouverts, on pouvait aller un petit peu les conseiller sur le packaging aussi pour les économies de coûts, sur qu'est-ce qui peut se vendre le mieux, comment. On en a eu peu des clients on en a eu peu des clients qui avaient vraiment la main là-dessus. Euh, donc ça aussi c'est plus compliqué parce qu'en fait les clés du succès sur Amazon elles sont pas c'est pas non plus l'éclat du marketing quoi nous on aimait bien le marketing et c'était pas non plus l'endroit où on pouvait s'éclater là-dessus. Tu penses que c'est à Donc quel voilà. niveau plutôt que tu peux te différencier sur Amazon? Ah, il y en a plein ça aussi t'as 3 heures enfin déjà il y a des clients qui m'ont énormément surpris. Je me suis Hmm. retrouvée à vendre enfin, j'ai un client qui est venu qui vendait des ceintures made in Ouais. France et des bretelles et qui m'a Ouais. dit je vais être numéro un sur la catégorie bretelles et ceintures et il venait d'arriver j'étais là en mode wow c'est quoi le qu'est-ce que t'as de particulier et rien de fou, tu vois, genre je veux développer les bretelles et on l'a fait. Et on l'a fait, mais vraiment rien de fou. On a appliqué juste par A plus B comment bien vendre sur Amazon et ça a marché. Et donc là, en vrai, tu vois, au début, quelqu'un vient et me dit ça. Si c'est de ma responsabilité, je suis pas sûre que je mets des billes dedans, tu vois. Pareil, j'ai eu un client dans la spiruline. La spiruline, c'était une folie comment c'était poussé. Et t'arrives à prendre des places en fait juste en appliquant la même chose que t'appliques avec d'autres où tu te dis ça peut faire ouf et ça marche pas. Moi, vraiment, sur Amazon, aujourd'hui, j'adore accompagner au maximum les gens, mais c'est marrant, hein, des fois, j'ai des surprises où je me dis, mais j'aurais jamais cru que c'était possible de vraiment s'implémenter là-dessus. Là, j'ai un nouveau client qui me dit, j'ai fait 1 million par, c'était un accident. J'étais là en mode, mais
de ouf. Il s'y est juste mis, il savait pas comment faire. Il a dit, je sais pas, on va le mettre, machin. Et incroyable. Enfin, sans avoir appliqué justement ce que toi, tu sais que machin. Donc vraiment, il y a des surprises comme ça, c'est ouf. Je pense que des fois, il faut moins se poser de questions. Et puis voilà. Mais quand même, si t'as le prix qui est pas adapté à la concurrence, si t'as pas moyen d'optimiser tes coûts quand même au maximum avec Amazon, derrière, du coup, tu vas moins pouvoir réinvestir dans ce qui est publicité, par exemple, parce que la publicité sur Amazon, c'est pas peut-être, enfin, c'est pas accessoire, je perds mes mots, mais c'est pas accessoire, ça permet aussi pour le référencement naturel, ça permet de te lancer, ça permet d'exister, tout court. Donc, tu as besoin de garder de l'argent pour ça. Et il y en a pas mal, en fait, je pense que je sais jamais ce que ça aurait vraiment donné parce qu'ils étaient pas prêts à investir ce qu'il fallait pour être sûr que tu as testé, tu vois. Quand dès le début, on te demande d'être rentable, et que c'est sur un marché ultra concurrentiel avec des produits qui, toi, sont 30 ou 40% plus chers que la concurrence parce que quali, parce que oui, bio, ça sauve les abeilles, enfin vraiment des produits hyper cool. Mais derrière, sur Amazon, tu as aussi la même marque bio qui est de grande surface et qui est vendue à 3 euros, toi t'es à 40. Enfin, c'est ça. Et donc tu t'éclates avec le client, tu t'éclates à faire les fiches produits, à dire en quoi t'es différent, tu fais des superbes images. Derrière, faut se battre aussi pour faire des vidéos, parce que souvent c'est ça, c'est que ces boîtes-là, ou même t'as des packs, l'image de marque pourrait être géniale, mais t'as des packaging dans le design qui est pas ouf, et ils ont pas les moyens de tout changer. Et donc tu vois, on a été bloqué parfois par des trucs comme ça où bah t'as pas la main, et, et à la fin t'es pas dans la boîte. Et donc, t'es un peu bloqué, tu vois. Tu dis, ouais, le packaging, ça va pas du tout. Quand tu me vends le meilleur des produits, le packaging est horrible. Et tout ce qu'on voit sur Amazon, c'est une photo, le packaging au début. Enfin, voilà, comme on a beaucoup moins d'espace que par exemple sur un site pour justement s'exprimer sur Amazon et montrer notre image de marque, c'est là où en fait il faut être hyper bon. Ok. Le prix, la logistique, tout ça. Et en plus, ça, c'est ce que vous préférez, c'est le marketing, justement, comment tu racontes l'image de la marque dans l'espace qui est assez restreint d'Amazon. Ouais, c'est ça. Hmm. Ok, ok, ok. Là, aujourd'hui, ça fait quoi depuis 2019, donc ça fait 5 ans que tu es sur Amazon. Comment ça a évolué Amazon en lui-même au niveau de la publicité, par exemple, au niveau des frais, etc. Tu as vu un peu l'évolution de ça sur 5 ans. Qu'est-ce que tu constates de différent comparé à quand tu as commencé? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que tu as plus de possibilités vu que tu peux faire maintenant des boutiques un peu plus poussées visuellement? Ouais. Comment tu vois ça? Alors déjà, moi, pour remettre dans le contexte, et comme ça c'est clair aussi, aujourd'hui, tout ça, ça a énormément évolué. Aujourd'hui, je travaille toute seule, Hmm. même si je commence à retravailler avec quelqu'un qui fait à 360. Mais Hmm. aujourd'hui, du coup, on a pris des chemins différents avec Elsa, même si on est toujours amis dans la vie, professionnellement, on avait des vies trop différentes. Hmm. Donc aujourd'hui, moi, je me suis aussi concentrée, enfin, j'ai appris plein de choses. Et au final, au début, je travaillais comme une tarée pour justement, et ça a boomé. Et au bout d'un moment, je me suis dit, OK, juste step back, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me plaît? Et en fait, il y a déjà énormément de demandes. Donc aujourd'hui, je suis principalement, voire presque que sur la publicité et pour le côté global, le conseil stratégique. C'est-à-dire que je vais pas accepter un client en pub si c'est pas optimisé ou si derrière les conseils que je lui donne sont pas appliqués. Donc je garde ce côté-là, mais je suis pas dans l'opérationnel sur la partie brand content ou tout le reste, logistique. Donc moi, je suis vraiment en conseil stratégique global et sur la publicité. Donc je suis revenue un peu à mes premiers amours et tout ça pour te dire que ben là, je peux m'amuser un peu plus, tu vois, parce que déjà, je sélectionne un peu les clients qui peuvent. Parce que du coup, j'ai pas fini l'autre question, mais en gros, avant, c'est ces clients que j'aimais bien, mais c'est des clients que tu perds vite. C'est des clients que t'aimes profondément, qui adorent travailler avec toi, mais à la fin, qui disent on peut plus, on n'a pas les moyens. En fait, c'est pas rentable, et même si on le savait dès le début, bah, fallait tester. Donc voilà, ces clients, en fait, qui étaient des clients de cœur, c'est les clients que tu perds vite et que sur un business model, ils sont moins rentables parce que tu donnes énormément d'énergie, tu donnes énormément de toi-même parce qu'en plus, tu as envie, tu vois, que ça marche. Et derrière, en fait, ça peut pas, tu vois, ça peut pas être rentable ou alors ils vont continuer un peu tout seuls parce qu'ils n'ont pas les moyens de te payer derrière et ils laissent tourner, machin. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, je sélectionne plus des clients avec lesquels, en fait, le fait d'aller directement sur la pub, c'est que c'est des clients déjà où c'est pratiquement toujours directement du long terme, qui en plus ont la logique de on va investir et en plus prendre quelqu'un pour investir, donc ils ont cette logique-là déjà. Et, euh, et comme je les sélectionne quand même sur, ok, est-ce que la conversion est bonne pour derrière aller renvoyer du trafic, condition sine qua non, bah, j'arrive déjà où je peux déjà m'amuser, déjà construire une relation long terme, où ils ont des logiques d'investissement, je leur demande un petit peu comment ils fonctionnent. Tu vois, est-ce que c'est un budget capé? Est-ce que c'est avec une limite de renta? Et dans ce cas-là, on peut aller chercher les étoiles, tu vois.
Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment cet aspect publicitaire plus qui m'intéresse et sur lequel je me suis spécialisée. Et je me rends compte qu'en fait, il y a tout autant de demandes. C'est un peu la step d'après. Euh, voilà. Et ce qui a beaucoup changé, alors tu sais quoi, je me rappelle même pas, mais je crois vraiment qu'au tout début, donc quand j'étais encore à l'agence, donc en 2019, je sais plus si c'était les mots-clés ou les asines, mais il fallait les rentrer un par un en copier-coller. Il y avait un truc, il fallait les rentrer un par un. Donc tu créais une campagne, t'en avais pour perpète, c'était horrible. Tu devais donc créer toute ta liste à côté et même en agence, donc on n'avait pas des outils de génération de mots-clés. Donc en fait, on allait chercher les mots-clés via Google. Je connais même plus l'outil Google, mais cet outil Google qui permet de voir les trends, Google Trends, je crois, je sais plus. Donc même en agence, tu vois, on allait chercher les mots-clés comme ça. Et alors, ça me paraît lunaire, c'est pas possible, c'est pas les mots-clés. Je sais plus si c'est les mots-clés ou les asines qu'on devait rentrer un par un et cliquer sur Enter. Enfin, un truc comme ça. Vraiment, le truc, tu prenais une plombe à faire une campagne, c'était horrible. Les outils d'optimisation, t'avais pas, j'essaie de me rappeler, mais t'avais rien à voir. Enfin, t'avais pas les outils qui permettaient de, par exemple, le up and down, ou vraiment le fait de pouvoir avoir un petit peu d'IA quand même sur la campagne, ou Amazon qui te donne un petit peu des inputs. Aujourd'hui, Amazon te suggère des mots-clés. Les mots-clés, tu peux les importer par Excel, par tout ce que tu veux. Il y a plus de problème. Mais rien que ça paraît con, mais un putain de copier-coller. Waouh, c'était horrible. Puis même la data. Maintenant, tu as les infos. Avant, il fallait extraire tous les search terms et prévoir de faire des extracts de search terms parce qu'après, ils disparaissent et tu les as plus et machin. Alors qu'aujourd'hui, tu les as directement aussi dans Amazon et avec tous les outils qu'il y a, c'est encore un autre truc. Là, je te parle en dehors des outils, mais à l'époque, je m'y intéressais pas, mais je pense aussi que les outils n'avaient pas du tout les mêmes. Et Amazon n'avait pas du tout ouvert pareil enfin ça c'est plus toi qui sais, mais son API, c'était différent. Donc voilà, en termes de data, en termes de ce qu'on peut faire, en termes de même de gestion de budget, tu vois, rien que là, c'est même assez récent, mais le out of budget, avant juste, ben, c'est, je sais pas, tu venais toutes les heures de la journée pour être sûr que t'étais pas en out of budget, et tu rajoutais du budget, maintenant t'as des stats là-dessus, tu peux savoir que ta campagne, elle est tant de pourcents out of, mais c'est des détails, mais qui changent vraiment tout. J'attends le moment, alors si pour l'instant on peut enchérir différemment en fonction des plages de date, ouais, ils commencent quand même à faire un petit peu des choses. J'attends le moment où on peut couper dans Amazon les campagnes aussi par moment ou des trucs comme ça, un peu comme sur Google. Mais non, ça a énormément évolué. Aujourd'hui, c'est sur plein de détails en plus. La plateforme permet vraiment quand même d'avoir des belles data et quand tu gères plusieurs comptes, ça devient plus intéressant. Donc aujourd'hui, avec ton outil, ça me permet de le faire fois 1000 parce qu'il y a tous les pays. Mais du coup, Amazon propose aussi de voir tout mots-clés confondus, tout, plutôt que de rentrer dans chaque campagne. Même si pareil, je fais pas que comme ça parce que il y a toujours des datas, c'est bizarre, hein. Tu mets la même plage de date, tu vas à un endroit différent, c'est pas les mêmes données, tu te demandes ce qui se passe. Donc tu te demandes toujours si ce que tu as fait, c'est sûr que tu l'as fait. Mais mais voilà. Et bien sûr sur tout le reste aussi. Mais comme je te dis, là, c'est pas forcément mon cœur de métier. Et je vais pas forcément en parler, mais sur tout le reste, oui, tu as beaucoup plus d'outils. Les stores, ça a rien à voir. Même les pages produits, ce que tu peux faire. Enfin, par exemple, en Europe, le chargement d'images ou quand Amazon d'un coup du jour au lendemain fait en sorte qu'en fait, tu es obligé de tout traduire dans la langue pour pouvoir exister. Tu as tout qui saute et tu ne savais pas. Enfin voilà, le chargement de vidéos, les publicités vidéo, enfin énormément de choses effectivement qui changent tout dans la gestion. Mais c'est marrant, on oublie Ouais. la galère d'avant. Tu prends très vite pour acquis le confort. C'est comme dans la vie, hein. Tu avais une voiture de merde, mais dès que tu as la nouvelle, une semaine plus tard, tu te rappelles même plus à quel point tu galérais avec l'ancienne. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et tu t'étais donné à fond, tu disais que tu étais, à fond surtout les premières années, à bosser tout le temps et tout. T'as atteint un moment où t'en avais un petit peu marre, on en avait parlé un petit peu avant. J'ai atteint un moment où j'adorais, mais en fait, déjà, je suis quelqu'un qui prend les choses quand même à cœur et c'était important pour moi. Tu vois, par exemple, c'est un avantage pour les clients dans le business, mais pour moi, en fait, tu vois, si j'ai un message, j'ai du mal à pas y répondre. Si j'ai un mail non lu, enfin, moi, typiquement, ma boîte mail, la boîte mail où t'as 100 mails non lus, je connais pas parce que je peux pas. Tu vois, si j'ai un mail, j'y réponds. Enfin, et ça, c'est des trucs qui sont bien d'un côté. Tu sais, j'ai l'impression que je suis en entretien où tu dis, c'est quoi vos qualités, vos défauts? Et tu as le faux défaut, tu vois. Mais c'est un défaut qui te prend quand t'es quelqu'un qui du coup prend le stress pour toi. Et ça me tenait à cœur, tu vois. Je pense que j'avais besoin que ça marche, j'avais envie que ça marche, et donc j'étais très impliquée. Et je pense que le plus gros problème, la dose de travail était très importante, mais
pour quelqu'un qui le prend pas personnellement, ça va, tu vois. Mais quand tu es en plus impliqué, que tu veux absolument que ça marche, que tu veux qu'on ait une bonne image de toi, que tu es un peu jeune, tu vois. Enfin, au final, enfin, petite anecdote, bon, je le fais toujours pas trop aujourd'hui parce que j'aime bien me balader quand je parle, mais j'ai jamais mis au début la caméra et j'avais un petit complexe, je pense, en mode petite jeune fille, tu vois, qui va gérer mes comptes. Parce que j'ai toujours parlé avec des directeurs de boîte, avec les fondateurs, avec ça, je trouvais ça incroyable. Peu importe la taille de la boîte, je me retrouvais là en tête à tête avec le mec qui dirige, quoi. Et, euh, et je pense que moi, je projetais un truc, j'avais peur, tu vois, qu'ils se disent, non, mais je vais pas filer mes campagnes à cette gamine, tu vois. Donc, je gardais que ma voix et j'essayais de convaincre avec qui j'étais et mon savoir et j'essayais d'enlever le biais, voilà. Là, c'est aussi un challenge mais bon, j'ai un peu vieilli. Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu un point de rupture où tu t'es posé des questions même par rapport à à cette activité même, quoi, à l'activité Amazon en elle-même? Pas par rapport au fait que c'était trop, parce que j'avais énormément de leviers pour baisser la charge, Hmm. le nombre de clients. Enfin, à l'époque où c'était trop, j'avais pas que des clients de cœur, tu vois. Et j'ai aussi été dans enfin, j'ai regardé des coaching business ou aller dans des choses justement où comment tu fais pour te sentir mieux avec ça. Et il y en a un qui m'avait marqué, c'était vraiment euh, tout un webinaire sur le fait qu'on n'est pas obligé en fait d'avoir des clients qui sont alimentaires et que tu sais tu projettes un peu ton besoin et que si en fait toi t'es aligné avec le fait que tu veux tel type de client et machin, en fait quand tu sais ce que tu veux, tu vas attirer à toi aussi des gens qui te correspondent et crois-le ou non, c'est vrai. Et donc en vrai j'ai à l'époque où ça a été trop, j'ai arrêté avec justement l'un des deux premiers gros clients qui lui en fait à lui tout seul me bouffait énormément d'énergie, je ressentais pas on était irréprochables, mais mot pour mot, j'y ai même demandé un jour où on renégociait, et j'ai dit, mais est-ce qu'il y a quoi que ce soit, en fait, que t'as à dire? Et comme il critiquait tout le monde, je me suis dit, de toute façon, je doute pas qu'il me l'aurait dit. Donc, tu vois, on maintenait un niveau, j'avais un peu cet objectif de nous, il dira jamais rien sur nous, tu vois. Mais tu lui dis, sur 3 ans de collab, là, pendant une semaine, il y en a une des deux qui est pas là, mais on a tout géré, tout va bien, moi, je suis là, je travaille pour deux, machin. Et en fait, elle faisait du contenu, donc le contenu, elle l'avait fait à l'avance. Donc, il y avait zéro sujet. Une semaine sur 3 ans, et on nous a dit, eh ben, c'est pas grave, on va vous payer au prorata. Pardon. Prorata de quoi le travail il est. Enfin, et là, tu te dis, d'accord, en fait, ça sert à rien. Tu peux tout faire, tu vois. Donc c'était un gros client, c'est-à-dire que toutes les deux, ça nous faisait un beau salaire. Rien que ce client. Ça nous permettait, c'était une sécurité énorme. On a arrêté. Voilà. Donc du coup, c'est ça. J'ai pris des décisions où j'ai vu c'est quels les clients qui, en fait, me prennent le plus de charge mentale parce que c'est quand même beaucoup les personnes avec qui tu bosses qui te prennent de la charge. Tu peux avoir énormément de boulot en fonction de la personne, sa vision du business, sa manière en fait d'avoir de la reconnaissance ou non, sa manière de parler. Si tu as des relations qui sont je te paye, donc tu fais, ou si c'est un partenariat, et ça c'est plusieurs fois des choses que moi j'ai vraiment amené avec mes clients. Parce que le luxe, quand tu peux choisir, c'est que du coup tu te permets vraiment de dire ce que tu veux et surprise, ils aiment ça. Ouais. Ouais. Maintenant, c'est ce que je sais que tu as développé aussi d'autres trucs autour de ça. On va parler aussi peut-être un peu. C'est quoi justement là l'état actuel, la suite? Comment tu vois les choses par rapport à l'évolution de tout ça, par rapport à toi? Est-ce que ton but c'est de développer l'agence? Est-ce que c'est de faire autre chose? Tu Comment vois ça un se petit passe? Vas-y. Alors aujourd'hui, très clairement, du coup, je suis un peu dans mon plateau de vie de rêve Hmm. et j'ai vraiment travaillé à ça. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai atteint ce stade où c'était beaucoup, où c'était la limite du burn-out, mais quand t'es tout seul, bah, tu te rends pas compte, c'est pas un burn-out, tu vois. Mais ça allait pas, ça allait pas. Enfin, je suis allée 3 fois chez l'opticien dans la même mois parce que j'avais des migraines et je me demandais si c'était mes lunettes, pas mes lunettes. Je pouvais plus. En fait, c'était juste, je me rendais compte, c'était dès que je me mettais sur les fichiers Excel, les machins, les trucs, ça me prenait des migraines via les yeux. Enfin, physiquement, ça allait plus, tu vois. Et c'est pas bon. Et c'est à ce moment-là que du coup, j'ai eu un peu plus de temps, vu que j'ai enlevé des clients qui me pesaient. J'avais quand même des clients que j'avais depuis longtemps, donc avec lesquels j'avais déjà fait mes marques et des preuves, donc j'avais un peu plus de temps. Et je suis allée plus vers l'advertising, ce qui fait que c'est aussi différent. Ça n'a rien à voir en fait. Là, tu vas chercher dans la data, tu as des optimisations régulières, mais t'as pas des plages horaires où bam, tu dois aller écrire tant de contenu, c'est différent, tu vois. Donc j'avais du temps de libre et du coup, je l'ai un peu passé à mes premiers amours finalement, qui étaient beaucoup plus la psychologie, comprendre l'être humain, comprendre
comprendre comment on fonctionne, comprendre comment on se motive, comprendre même comment être plus productif. Et donc tous ces trucs-là, euh, comment faire justement de ta vie au-delà du business, mais sans enlever le business, comment en fait ta vie en entier est quelque chose qui t'épanouit sans avoir besoin de les dissocier. J'ai toujours eu un problème avec le fait de dire que, ben, tu sais, alors je pense que c'est en France, mais on a cette mentalité de travailler est égal, c'est dur. Si toi tu dis que tu t'es éclaté, on a presque envie de te dire donc tu bosses pas, tu vois. Et c'est une vision comme ça avec laquelle je suis tellement pas d'accord et j'ai l'impression que c'est une excuse derrière laquelle les gens peuvent se cacher pour trouver du réconfort dans le fait qu'on souffre. On n'est pas obligé. On n'est vraiment pas obligé. Et tu peux avoir les deux. Et ce qui me passionnait, c'était ça, tu vois, c'était comment ouvrir aussi, enfin, faire comprendre aux personnes, justement, parce que les burn-out, là, tout ce que tu veux, c'est peut-être aussi le mot à la mode, mais c'est aussi quelque chose qui se développe énormément. Et je me suis inscrite dans une école de coaching sur 2 ans, donc vraiment une école qui me plaisait énormément parce que le coaching, quand même, ça commence à avoir mauvaise presse. C'était déjà le cas. Mais du coup, j'ai vraiment bien choisi. Et baquée par les neurosciences, enfin, je me suis éclatée. Et je suis retombée dans un bunch énorme de personnes de tout âge. Hein. Je faisais quand même partie des plus jeunes. Tu avais des agents immobiliers, des psys, des gens dans le business, des vieilles personnes à la retraite qui voulaient juste kiffer et mieux communiquer avec leur entourage. C'était génial. Et pratiquement toutes les personnes qui en fait s'inscrivaient à ça avaient fait un burn-out. Dans différents secteurs, des gens qui étaient commerciaux à haut niveau, qui gagnaient je sais pas combien, bam, cramés, tu vois, vraiment. Tout le monde a presque fait un burn-out dans l'école de coaching et ça me plaisait, tu vois, de comprendre comment on fonctionne, de savoir comment faire réaliser aux gens, tu vois, de se rendre compte que donner des conseils, ça sert à rien. Ça, on le sait, mais vraiment, j'ai profondément compris. Et comment tu peux aller accompagner les gens, leur apporter, ou même toi, mieux communiquer pour en fait avoir une relation. Je m'en suis servie justement avant, parce que je me suis inscrite à l'école de coaching avant que mon gros client avec lequel j'ai arrêté, ça se passait. Ça se passait bien, mais moi j'en pouvais plus de à chaque call, tu sais, de sentir comme si c'était une merde alors que tu donnes tout et que tu as des résultats où tu fais plus 500 en 3 ans. Enfin, quand tu fais plus 500 ou je sais pas combien et que tu lui dis tiens regarde incroyable c'est cool hein la data et qu'il te dit ouais mais en partant de zéro c'est facile, on n'était pas à zéro hein. Il y avait des choses en place, c'était merdique. Et là tu lui dis ouais bon oui voilà bye. Mais je m'étais challengée, tu vois, à appliquer des techniques, à voir comment communiquer avec lui pour mieux se comprendre. Parce qu'en fait, on était d'accord, mais on se comprenait pas. On avait tous les deux de l'ego, je pense, tu vois. Et je me suis amusée comme ça et je me rends compte que c'est autant dans les rapports humains que dans les rapports business, apprendre à communiquer, apprendre à se mettre à la place de l'autre, rentrer dans le monde de l'autre. En fait, autant au business que dans la vie, que dans le perso, qu'avec tes enfants, c'est quelque chose qui change tout en tant que personne. Et, euh, et en fait, c'est le marketing. Quand je me suis inscrite en école de commerce, bon, on m'a dit tu feras pas psycho parce que c'est nul. J'ai fait bon, d'accord. École de commerce, le marketing, ce qui me plaisait, c'est ça, c'est comprendre ce que veulent les gens, comment au mieux l'amener. Enfin, ça a toujours été cette espèce de jeu-là de c'est quoi qu'ils veulent profondément et du coup de l'amener aussi de manière éthique, c'est-à-dire pas leur vendre ce dont ils n'ont pas besoin, tu vois. Et c'est aussi comme ça que je fonctionne avec les clients sur Amazon et dans la vie. C'est pour ça que je suis la première en prospection à dire ça sert à rien ou ce sera peut-être pas moi qu'il vous faut ou c'est quoi réellement vos besoins. Ce qui fait aussi que j'ai des devis ou quand on me demande tu prends combien, je sais pas, tu fais quoi, qu'est-ce que tu veux, combien, c'est quoi le marché parce que ça ferait pas sens, tu vois, d'avoir un devis pour moi qui est parce que même pourcentage, même asine, même nombre d'asines, même nombre de pays, le travail est pas le même. Et déjà, le client n'est pas prêt à mettre pareil. Tu vois, s'il a pas assez de budget, on va faire une stratégie qui est différente d'un client qui a énormément de budget où tu vas t'amuser à vraiment et toutes ces doses de travail étant différentes, j'ai besoin moi pour ça de communiquer et de voir. Et c'est un win-win à chaque fois. Ok. Ça, c'est hyper intéressant. Du coup, ce que tu es allé creuser en dehors d'Amazon, ça t'aide sur Amazon, mais est-ce que quand tu te projettes, est-ce que tu veux utiliser tout ça pour continuer à développer ton activité sur Amazon ou est-ce que tu veux partir sur autre chose maintenant que tu es un peu plus libre justement t'es pas tenu financièrement entre guillemets? Ben, justement, après une période un peu compliquée, là, je me sens un petit peu un regain sur Amazon. Je pense que Hmm. le fait d'avoir un nouveau partenaire aussi qui me libère une partie de stress, tu vois, quand tu as quelqu'un qui, pour le coup, n'est pas du tout stressé et qui gère, ça aide Ouais. aussi à compenser des tempéraments différents. Hmm. Donc ça me repose et ça me donne envie, tu vois, il y a une vision, il y a un truc. Être seul, c'est dur.
être seule, c'est quand même vachement dur parce que au bout d'un moment, quand ça va bien avec mes clients, même si je suis ouverte à ce qu'on discute, on a moins besoin d'échanger. Et donc, tu vois, ça devient au bout d'un moment, plus en fait ça marche bien et moins tu as besoin de communiquer, de rediscuter. Et c'est dur du coup d'être motivé ou d'avoir. Donc là, ça me redonne une vision, ça me redonne une envie de développer ça. Mais j'ai à côté aussi tout un pan sur lequel je me forme, sur lequel je m'éclate, qui est plus relié à comment fonctionne l'être humain. C'est aussi, ça a été dans le côté physique. Tu vois, à un moment, je me suis intéressée à comment on fonctionne au niveau de l'alimentation, au niveau des hormones, au niveau de. Tu vois, j'aime bien. En fait, je suis très curieuse. Et donc, j'avais besoin aussi d'aller chercher complètement autre chose et de voir comment on fonctionne. Et je pense que à terme, même si j'ai vraiment pas envie de laisser Amazon de côté pour l'instant, parce que je suis vraiment dans ma zone de génie sur Amazon, ça marche bien, ça se lance vite, les clients sont contents, j'ai réussi à optimiser tous mes process. Pour autant, du coup, je dégage du temps où je suis hyper présente pour les clients qui en ont besoin sans me laisser marcher dessus. Donc, je suis vraiment là au stade où c'est pas une charge mentale, je m'éclate et c'est cool. Par contre, qu'est-ce qui m'éclate à aller chercher en plus pour nourrir cette partie-là un peu plus curieuse de moi? C'est effectivement autre chose. Mais comme j'ai toujours aimé le côté business, je pense que je suis justement en train d'essayer de créer un truc qui mixe un peu tout ça, qui mixe, tiens, comment fonctionne l'être humain, de quoi il a besoin et comment en fait on peut mixer ça avec, dans le business, on cherche à être plus productif, à être plus rentable et on cherche aussi beaucoup plus de bien-être. Et en fait, les deux sont purement liés. Il y a énormément de paradoxes. C'est le premier truc qu'on apprend en coaching, c'est que, tu vois, paradoxalement, tu feras jamais un aussi bon discours que si tu t'en fous de te tromper, alors que tu feras forcément un discours merdique et tu vas te planter si tu es traumatisé du fait de te planter. Ça, c'est un paradoxe qui est dans tout. Tu vois, il est dans la séduction, par exemple, tu vois, on dit toujours il faut s'en foutre. Alors ça, c'est grossier, t'enlèves toutes les couches, mais quelqu'un qui a vraiment envie d'avoir quelqu'un, il projette quelque chose qui fait qu'il l'aura pas, mais pas pour qui il est, mais parce qu'il a trop justement cette attente envers cette personne. Alors que si tu as ce mix entre c'est cool, tu m'intéresses, mais en même temps, franchement, je m'en fous, tu crées en fait un terrain où c'est pas vraiment qui tu es, c'est pas ce que tu as à donner, mais c'est juste ton besoin qui crée complètement des attentes qui sont différentes et qui sont reçues différemment. Et ça me passionne. Tu vois vraiment. En fait, on se rend compte que si tu fais profondément quelque chose que tu aimes, de la manière que tu aimes le faire, avec des gens avec qui tu aimes le faire, tu vas même pas te poser la question de comment je peux me mettre au boulot, qu'est-ce qui fait que je me mets pas au boulot, tu vois. Ça existe pas en fait la motivation, la non-motivation. Tu vois, enfin, tu as un exemple comme ça avec les gamins, des parents qui, donc le mec qui est à l'école de coaching disait, c'est une mère qui me dit, mon fils, il a aucune motivation, il sait rien faire, il se bouge jamais le cul, il s'en fout, tu vois. Et il lui dit, mais dans quoi en fait, c'est pas le cas quand même, enfin, parce qu'il y a toujours quelque chose. Il dit, bah, il joue aux jeux vidéo jour et nuit, toute la journée, il fait que ça. Et du coup, il lui dit, mais en quoi, en fait, dans les jeux vidéo, il y a énormément de choses qui le motivent. Enfin, tu vois, donc c'est pas un problème de motivation. Parce qu'en fait, il est hyper motivé pour travailler non-stop, pour monter des niveaux, pour machin. C'est pas la motivation. C'est juste, euh, il est pas, ça ne lui plaît pas la chose dans laquelle on lui demande de mettre de la motivation, tu vois. Et ça qui est très dur aussi dans le système scolaire ou dans tout, il y a rien qui est neuroergonomique. Au travail, dans l'éducation. Tu vois, enfin là, je peux partir très très loin et là, pour le coup, tout n'aura plus aucun sens parce que je vais te mettre des bouts partout, mais ça me passionne, tu vois. Par exemple, même juste comment dans une boîte, on peut adapter le fonctionnement à, aux motivations intrinsèques de l'être humain. Parce que notre cerveau aujourd'hui n'est absolument pas adapté à la société qu'on a. On le sait, on l'a prouvé par tous les moyens, mais on change rien. Et donc, tu as des burn-out, tu as des gens qui sont malheureux, c'est le travail, il faut en chier. Enfin, non, tu vois, non, vraiment pas. C'est-à-dire que tu peux trouver les meilleurs employés les plus motivés du monde si tu le fais d'une manière où, en fait, ça motive l'être humain. Nous, on a besoin tu vois, on a le même cerveau que quand on était à la préhistoire et qu'en fait, on voulait aller chasser, se nourrir, tu vois. En fait, à l'époque, le but, c'était survivre. Et en fait, tu faisais une action, tu avais un retour sur ton action. Ça marche pas. Tiens, je suis mort, je suis pas mort. J'arrive à me nourrir, j'arrive pas à me nourrir. J'ai ma récompense. Aujourd'hui, en fait, on n'a plus du tout ce système comme ça. Tu vois, tu travailles, tu as toujours la même récompense à la même date, mais qui est différée. Donc, en fait, quand tu fais une action, ça n'a aucun impact. Tu ne seras pas mieux récompensé ou autre. Ça dépend les métiers, mais je ne vais même pas que du côté. Donc, tout ça, tu vois, ça m'intéresse et c'est relié, en fait, au business. C'est relié à, pour moi, énormément de choses. Et tout ce côté-là, un peu holistique de comment on fonctionne, comment on peut
travailler pour kiffer, pour en plus du coup être mieux dans notre vie, être mieux dans, tu vois, irradier comme ça, en partant des motivations de l'être humain, de toi, t'es bon pour quoi et t'aimes faire quoi, qu'est-ce qui te donne de l'énergie. Tu vois, l'une des questions, qu'est-ce que t'aimes, c'est dur, je trouve, parce qu'il y a des choses qu'on aime, mais on sait pas le dire. Mais qu'est-ce qui te donne de l'énergie, qu'est-ce qui t'en enlève? Ça, c'est un truc qui, moi, m'a vraiment appris plein de choses. Parce que des fois, je fais un truc, je crois que j'aime ça. Ou je vais voir quelqu'un, je crois que j'aime ça. Je suis crevée. Ça me draine de l'énergie. Et des fois, là, tu vois, comme toi, tu me poses une petite question sur un truc qui me passionne. Mais là, tu m'arrêtes plus. Je t'ai dit, on a 1 heure, dans 2 heures, tu me perds. Parce que ça me donne énormément d'énergie. Et ça, tu vois, quand tu t'observes comme ça, tu te dis, ouais, ce truc-là, il me draine de l'énergie, tu vois. Et comment, en fait, réduire ce qui te draine de l'énergie? Ça veut pas dire, c'est le monde des bisounours. Mais en fait, déjà, quand tu as un objectif qui est clair vers lequel tu vas, déjà, même des trucs chiants, tu les fais différemment. Et tu es content de les faire, mais parce que tu lui donnes du sens. Tu vois, c'est remettre du sens, remettre vraiment du sens et de l'amour dans ce qu'on fait. Ça change tout. T'as réussi à remettre ça dans ton business, justement? C'est quoi qui te donne de l'énergie par rapport à tes clients, par rapport à ton business? Ouais, bah déjà, c'est ce que je te disais. Aujourd'hui, je fais que la publicité, parce que tout le reste, ça me passionne pas sur Ouais. Amazon. Et la data, c'est je kiffe sur la pub, tu vois. Même ou les analyses de données, tu vois, je fais toujours mes reporting à la main parce que j'aime ça, tu vois. Genre, ouais, je sais que je peux automatiser, je sais que je peux faire plein de trucs, mais j'aime le moment où je vais chercher une data, je la vois et je me fais ah ouais, ouais, ok, j'aime ça, tu vois. Et donc des trucs comme ça, alors que quelqu'un pourrait dire mais automatise, ouais, mais non, ça me garde la tête dedans, ça me plaît. Il y a un peu, je vais ouvrir, tu vois, la plateforme et voir qu'est-ce qu'il y a plutôt que d'avoir un truc qui s'envoie. Donc, tu vois, j'ai gardé les choses qui me plaisent. Ce qui me plaît aussi, c'est d'être moi-même et d'être sincère et de pouvoir, tu sais, pas donner un faux couvert sérieux au business parce que, tu sais, c'est le business, tu vois. Donc, ça, je m'amuse aussi dans les échanges que j'ai avec mes clients, avec mes prospects, à être moi-même, à être honnête, à même, du coup, savoir ce qu'ils veulent Activer la vraiment. caméra maintenant. Qu'est-ce que t'as dit? Activer la caméra maintenant. Exactement, voilà. Donc, des petits trucs comme ça. Et ça, je m'éclate. Parce que du coup, chaque client que j'ai ou avec lequel je bosse, c'est en étant moi-même. Donc déjà, quand tu as un call, c'est pas le même. Ouais. Quand, quand tu partages quelque chose, rien que ça change énormément de choses. Ok. Ok, ok, ça marche. Tu te définis des objectifs sur le moyen long terme ou pas du tout? Comment tu fonctionnes? Je pense que là, je vais plus m'en définir parce que du coup, c'est pour un projet de vie, c'est différent, tu vois. Parce Hmm. que là, j'étais un peu dans une inertie où j'ai le salaire qui me permet tout à fait de vivre, j'ai le temps libre qu'il me faut, j'ai le travail qu'il me faut. Enfin, je suis vraiment dans un truc où, tu vois, j'ai pas l'objectif de faire plus pour faire plus. Un peu tout dans tout Ouais. ce que je te disais. Moi, ce qui me motive, c'est pas l'argent pour l'argent, Hmm. c'est effectivement ce qu'on en fait. Comme Hmm. la plupart des gens en vrai, hein. Très peu de gens ont la valeur argent. Ouais. Mais du coup, là, en fait, j'ai ce seuil-là, je suis bien, ça va. J'ai les leviers de sécurité qui sont bien. Je peux aussi m'amuser. Donc, tu vois, un objectif pour un objectif, pas forcément. Par contre, pendant longtemps, c'était justement me former à côté, apprendre d'autres choses, voire me reconvertir. Aujourd'hui, je suis plus dans une optique de mixer. Là, je vais avoir l'objectif quand même de peut-être me développer un peu plus, avoir un peu plus de clients, justement par rapport à mon nouveau partenariat où du coup, je peux m'amuser à prendre des comptes qui ont énormément de potentiel sans avoir toute l'autre partie à gérer. Et c'est génial. Je vois là le compte qu'on a onboardé, c'est quand tu sais, il y a déjà plein de choses qui sont bien faites, mais tu peux encore faire plein de choses mieux. Et donc, tu sais que tu as ça sous le pied et pourtant, il y a déjà ça. Et là, ça m'éclate. Tu vois, rien que ça aussi, ça me donne de l'énergie. Donc, vraiment sélectionner les gens comme ça. Mais à côté, j'ai pris un tout petit compte, j'ai jamais pris un aussi petit compte pour apprendre un petit peu des choses que je connaissais pas avec une entrepreneur, une écrivain qui est sur le truc KDP d'Amazon et il y a des trucs que je savais pas et du coup je gagne rien mais je m'éclate à parler avec elle. Et tu vois, ça je me permets, je fais un peu, euh, je me demande justement qu'est-ce qui me fait kiffer. Et, et là, comme j'aimerais effectivement justement pouvoir peut-être être un peu plus nomade, chose que j'ai pas encore fait alors que je pourrais avec mon métier, peut-être justement développer un peu plus l'activité pour justement avoir un petit peu ce rêve-là qui se réalise. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Bah, c'est cool en tout cas. Merci d'avoir partagé tout ça. Euh, donc pas spécialement d'objectifs chiffrés, etc. Mais là, t'arrives dans cette zone-là où tu kiffes, où tu peux faire un peu ce que tu veux, prendre d'autres clients, etc. Donc ça, c'est cool. Donc je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça, Mallory. Est-ce que tu as un mot de la fin ou un apprentissage ou quelque chose d'autre à partager?
Ah non, ce serait trop cliché. Une citation, genre la citation motivation. Non, mais franchement, quand on n'est pas bien, quand ça va pas, tu vois, au travail, qu'on sait plus pourquoi on fait les choses, enfin, vraiment se poser la question, voir qu'est-ce qui nous donne de l'énergie et je pense se donner le droit de faire ce qu'on aime, tu vois. Vraiment, je pense que le pire truc dans le travail, c'est de garder ce truc que on doit en chier, sinon ça n'a pas de valeur. Et en Mm. France, on a trop ça. Et, et donc, on attend d'avoir la justification, d'avoir le corps qui lâche pour se dire, ah ben non, ah, j'ai tout donné, donc c'est bon, tu vois. C'est Ouais, comme si tant qu'on n'avait pas atteint ce stade-là, on mérite pas de se poser la question de qu'est-ce qu'on aime. Et en fait, paradoxalement, on apporte aussi beaucoup plus dans le business quand on fait ce qu'on aime, quand on va bien, quand on s'organise comme on aime, tu vois. Donc s'autoriser à se poser cette question et voir ce qui nous donne vraiment de l'énergie et ce qui nous en draine. ça marche. Merci beaucoup Mallory pour ton partage, c'était super cool. Et du coup, je te dis à la prochaine, peut-être pour d'autres partages, d'autres vidéos, peut-être, on sait pas. Et Avec grand plaisir. J'ai passé un super moment en tout cas. yes, ça marche. Merci à toi. Merci.